Donc, je te laisse débuter. Merci beaucoup. Tu as ton petit cadran. Donc, Je vais faire peut-être un petit pouce sur ce que j'avais dit ce matin. J'ai cité Laurent Lapierre, j'ai eu un flash tout à l'heure qui mentionnait que l'expertise ne remplacera jamais l'expérience. Moi, je garde toujours ça en tête quand je suis avec mes étudiants. C'est toujours une phrase qui me fait parler beaucoup. Et c'est un peu le but de notre rencontre aujourd'hui. Ce qu'on va vous partager aujourd'hui avec Kim, c'est un projet auquel on a travaillé avec les autres acteurs que vous avez nommés aussi. C'est un projet de partenariat, de collaboration. On a développé une formation pour les directions d'établissements scolaires. C'est déjà 3-4 ans de ça, 4-5 ans même de ça, ça va assez vite. On va essayer de vous partager assez classiquement, ça s'inscrit dans une recherche intervention, le déroulement, comment ça s'est déroulé. On a analysé les résultats, donc je vais vous parler beaucoup plus du volet recherche que du volet intervention. Le volet recherche s'inscrit dans qu'est-ce qu'on a fait comme partenariat, donc on a voulu découvrir un petit peu ça. Puis pour un peu exprimer ce volet-là, on va vous présenter une séquence d'activités et l'analyse qui a découlé, qui nous a permis de faire cette séquence-là. Puis Kim va plus intervenir à ce moment-là, qui était une actrice finalement du terrain dans notre recherche d'intervention, puis on va conclure avec une légère discussion à la fin. D'abord, on était à l'Université de Montréal partenaire avec la 16e depuis de nombreuses années. Alors, presque 20 ans. David, tu me diras si je me trompe, mais ça fait même plus. Donc, ça fait longtemps qu'on était déjà partenaire avec la 16e. Et bon, à travers les projets de Chantier 7, sur les 7 qui ne connaissent pas c'est quoi, c'était une enveloppe budgétaire par le ministère de l'Éducation pour favoriser la formation continue. Puis on a fait une demande, nous, pour les directions d'établissements scolaires, avec un double objectif, concevoir une formation, mais aussi enquêter, essayer de témoigner du partenariat qui était en cours dans le développement de cette formation. On est parti un peu de différents concepts, entre autres que le partenariat impliquait des zones où il y avait des tensions et les acteurs étaient toujours confrontés à des idées. Alors on s'est intéressé à la notion de tension et de négociation. Puis on a inscrit ça dans la perspective de la recherche au niveau des tensions qu'on était capable de surmonter. Puis en surmontant les tensions, bien, finalement, le partenariat et les acteurs du partenariat se développaient à même les tensions qui étaient soulevées, surmontées. Alors on a pris ça vraiment en compte dans notre processus de recherche. Alors avec l'objectif plus spécifique, pas pour la formation, mais pour la recherche, d'explorer et de documenter le processus de partenariat. Mesdames. On s'est inspiré de ce qui se faisait déjà en milieu scolaire, surtout chez les Américains, dans le partenariat entre l'université et le milieu scolaire. On s'est inspiré des écrits déjà existants. Puis on a défini notre propre façon de voir le partenariat en s'inspirant des travaux de Réunion. Alors, ça permet aux acteurs d'agir à toutes les étapes du processus. Alors, on est vraiment dans un peu ce qu'on disait dans le cadre de ce colloque, là, où on cherche beaucoup plus à faire participer à la fois les acteurs praticiens et les acteurs universitaires. Puis, la recherche d'intervention, on l'a vu comme nous le propose Rémi et Ponté, où les modalités d'action sont pas seulement initiées par les chercheurs, mais aussi négociées. Donc, ça s'est fait tout au cours du processus. Alors, c'est vraiment ce qui a fondé un peu notre approche de partenariat. Alors, on s'est appuyé sur des travaux qui existaient déjà, sur des attitudes de partenariat, sur des conditions de partenariat réussi. Je ne vais pas les énumérer, je vais les dire vite, mais vous comprendrez, là, il y a 4 attitudes qui ont été soulevées par Frère: l'humilité, la confiance, l'espérance et la pensée critique. Et les principales conditions, je ne vais pas nous les énumérer ici, vous avez souligné devant vous. Ces conditions et ces attitudes ont été présentées à la première rencontre avec l'ensemble des partenaires. Alors tout de suite, on a mis la table en disant on s'inscrit dans un processus de partenariat en se fondant là-dessus. Alors, on est allé chercher l'adhésion des participants à ce niveau. Donc, pour réussir à analyser puis à témoigner du partenariat, on s'est fondé aussi sur les fondements de l'ergonomie française du travail, moins l'ergonomie américaine, et l'analyse des principes d'analyse du travail. Donc, essayer finalement de transformer tout en produisant de la connaissance. C'est vraiment
Et en particulier, on s'est inspiré de la clinique de l'activité, mais je vous dirai ça un peu plus loin. Donc, le déroulement, 3 cadres de la CSDM, donc des cadres qui étaient au bureau central, avec une analyste, qui était une des assistantes d'une des cadres de la CSDM, 3 professeurs d'université, nous 3 qui sommes ici, et 3 directions d'établissement issues de la CSDM, dont Kim faisait partie à ce moment-là, c'était la chargée de fonction maintenant. Donc on s'est réunis en 2015, entre janvier et août, 6 rencontres de travail. Alors, l'Université de Montréal préparait le matériel, tout le support, on préparait les ordres du jour, on préparait les présentations, ce qui allait être le contenu, la théorie, les différentes approches. En fait, c'est des propositions qu'on apportait. Et on faisait les procès-verbaux après, les comptes rendus. Puis toute la logistique, les documents internes étaient préparés par la CSDM, donc leur pensée institutionnelle, donc les valeurs, la commission scolaire, le profil de compétences qui était nouvellement développé, qui n'était même pas encore tout à fait terminé quand on a commencé notre démarche de partenariat. Le portrait de pratique professionnelle aussi, qui était l'outil qui permettait d'intégrer le profil de compétences, en fait, de permettre aux directions de s'en servir. Tout ça, ça fait partie de notre proposition. Alors, comment s'est développé le partenariat? Première rencontre, on a présenté le projet. On a présenté les objectifs du projet, mais aussi les objectifs de chacun, donc les besoins de la CSDM, les besoins des acteurs de l'université, entre tous les acteurs. On a discuté des impacts de la qualité de la formation qu'on avait apportée et on a présenté des attitudes et des conditions qui permettent de favoriser un bon partenariat. Ensuite, les 5 autres rencontres se sont déroulées de la même façon, sensiblement, avec la même séquence. Alors, c'était animé par moi principalement, mais par l'ensemble des acteurs qui étaient amenés à participer ensemble. On préparait le matériel, on envoyait ça la semaine précédente pour validation. On envoyait aussi le compte rendu une semaine avant pour pouvoir avoir des rétroactions sur le compte rendu. On intégrait les rétroactions dans le compte rendu, on renvoyait le compte rendu avec les commentaires. Puis au début de chaque rencontre, on retournait sur le compte rendu pour valider le compte rendu avec les nouveaux commentaires qui étaient intégrés. Et finalement, sur place, on construisait le partenariat comme ça, puis on proposait du nouveau contenu à chaque fois. Alors, c'est comme ça qu'on a négocié le développement de la formation pour les directions d'établissement. Pour la collecte de données, on a filmé chacune des rencontres. Alors, toutes les rencontres de partenariat étaient filmées. Alors, pour les premières minutes, il y a eu un petit ajustement, mais après, très rapidement, comme ça se fait dans toutes les recherches où on filme, on oublie la caméra. Après chaque rencontre, les chercheurs, on s'est réunis, principalement Huguette et moi, pour identifier les tensions. Alors, on a réussi à identifier entre 5 et 7 tensions par rencontre. Ça a donné plus d'une trentaine de tensions en tout. Et on a, de ces 30 tensions à la fin, identifié les 5 plus importantes. Sur 3 critères que vous voyez, là, elles étaient récurrentes, elles revenaient plusieurs fois. Il y avait une intensité dans cette tension-là. On a senti qu'il y avait un changement, il y avait une transformation qui se faisait. Alors, c'est comme ça qu'on a identifié nos tensions. Par la suite, on a fait un montage vidéo de ces tensions, de chacune des tensions, à peu près une dizaine de minutes de montage. Alors, on voyait avec le montage vidéo, le temps se déroulait aussi entre janvier et août. Donc, on voyait évoluer la tension aussi. On a construit une grille d'entretien et on a posé des questions aussi dans notre grille d'entretien. Quand on a observé les séquences vidéo en confrontation vidéo, c'est-à-dire que pour comprendre la démarche, c'est qu'à la fin de tout le processus, on a ramené tout le monde autour de la table, on a fait 3 rencontres et on a présenté les 5 tensions sous forme de capsules vidéo. Alors, tous les acteurs se voyaient agir. Et avant de regarder la séquence comme telle, on leur expliquait un petit peu c'était quoi la séquence puis la tension. On leur demandait d'où vient votre tension, comment vous surmonter cette tension et participer au changement, quelles sont les conditions qui ont facilité le conduit au partenariat, puis quelles sont les attitudes qui ont eu facilité le partenariat. Donc, c'est vous devez compléter la grille. Et après coup, après avoir visualisé la tension, eh bien, on demandait finalement déjà, je pense que je vais sur la prochaine, de commenter la séquence, mais en se plaçant dans leur identité professionnelle. Alors moi, comment j'ai vécu cette situation-là à ce moment-là. Donc, leurs préoccupations, leur situation dans ces tensions spécifiques. Et finalement, pour appuyer nos analyses,
En plus des rencontres de confrontation collective qui étaient aussi filmées, qui a été notre matériau principal d'analyse. Mais on a aussi pris les comptes rendus de chacune des rencontres, les courriels, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours dans le partenariat, pour témoigner du partenariat. Puis on avait fait un rapport aussi qu'on avait soumis aux directions suite à la formation, qu'on a mis à débat avec le comité des partenaires. On a pris l'ensemble de ces documents-là pour pouvoir témoigner le plus possible du partenariat. Alors, voici les 5 grandes tensions. On n'a pas le temps de vous présenter, évidemment. On va se concentrer sur l'obligation de participation à la formation des directions. Ça, c'était une des tensions qui est revenue souvent. Est-ce qu'on doit les obliger à participer ou non? Ça, c'était pas évident. Alors, ce qu'on a fait pour l'ensemble, en tout cas, du matériau, c'est qu'on a d'abord fait un premier tableau d'analyse où, pour chacune des tensions, on a identifié les objets sur les vidéos sur le genre d'activité. On a fait un deuxième tableau d'analyse avec les comptes rendus qu'on a liés aux 5 tensions. Ça nous a permis de trouver pour chaque tension une série d'énoncés. On a fait un troisième tableau qui était la réponse des participants sur la grille d'entretien. Finalement, on a pris ces 3 tableaux, on a fait une condensation des données pour faire un 4e tableau. Les chercheurs se sont réunis. Et là, on a discuté, après avoir analysé chacun de notre côté, les différentes nos matériaux, nos données pour pouvoir témoigner. Alors, ce que ça nous a donné, c'est un tableau synthèse. J'ai mis en vert l'obligation de participation parce que c'est cette tension-là qu'on va présenter aujourd'hui principalement. Là, juste pour vous donner la source d'attention, voyez-vous, là, dans l'obligation de participation, il y avait déjà une culture organisationnelle qui était teintée de méfiance. Il y avait un sentiment d'appartenance des directions d'établissement qu'on a soulevé dans nos données, qui était en tout cas assez apparent. Confiance et espoir là, devant le changement, c'était une des façons de surmonter la tension qui a été soulevée dans nos analyses. Une autre condition qui facilitait le partenariat, c'était la transparence, la franchise. Les stratégies aussi qui ont été mises en place. Les conditions nuisant au partenariat, on voit la méfiance, le contraire. Le climat d'écoute aussi a facilité la confiance, le calme aussi dans les rencontres. Puis finalement, attitude nuisant au partenariat, on voit que l'obligation de participer est encore demeurée un petit peu établie. Alors, le premier constat qu'on a dans nos résultats, si vous voulez, c'est de prendre en compte la culture organisationnelle. La CSM était dans une culture particulière. À ce moment-là aussi, il y avait eu des transformations majeures. Et c'est là que les données parlent d'elles-mêmes. Puis je vais peut-être laisser la parole maintenant à Kim là, pour témoigner un peu plus là, des acteurs qui étaient impliqués et qui ont vécu de l'interne beaucoup plus que nous, côté de l'externe, de cette culture. Puis témoigner un peu des résultats comme ça. Parfait. Je suis ça, tu voulais ici. Oui, OK. Alors, moi, comme direction d'école qui a participé à ce partenariat-là, il a fallu que je me replonge un peu là, dans ma mémoire, là, parce que ça fait quand même plusieurs années. Mais je me souviens qu'on avait sonné à ma porte pour participer à ce partenariat-là parce qu'on me disait que j'avais une vision qui était intéressante. À l'époque, moi, je terminais un DESS en administration d'éducation. J'étais comme dans ma 5e année. Et je me souviens que j'étais très emballée par ma participation à ce DESS-là parce qu'on faisait partie d'une cohorte et on était très tissés serrés les directions d'école et on développait ensemble vraiment une pratique réflexive sur notre pratique de direction. Et à l'époque aussi, je me souviens que, alors que j'étais au DESS, je me souviens qu'on était dans un changement de structure administrative à la Commission scolaire de Montréal. En fait, c'est qu'on venait tout juste comme d'annoncer la venue de directions d'unité. Ça faisait peut-être quelques années, là, des directions d'unité qui étaient responsables de cohortes de direction d'école, mais qui n'avaient pas nécessairement de budget. Okay? Donc, le rôle des directions d'unité était surtout de nous accompagner dans notre pratique. Et là, comme tout était à faire à cette époque-là, les directions d'unité venaient nous rencontrer dans nos écoles, s'intéressaient à notre pratique, faisaient des liens avec les compétences qu'on avait à développer comme direction d'école. Et moi, j'étais très emballée par ça parce que j'étais beaucoup dans cette pratique réflexive-là et j'avais l'impression que je pouvais vraiment le développer. Aussi, ce qu'il y avait autour de ça, c'est qu'on sentait qu'il y avait une volonté de changement, mais ce n'était pas clair d'où ça venait.
c'était surtout, on sentait que ça venait un peu de la direction générale, mais physiquement, là, je vous dirais que quand je mettais le pied à la commission scolaire, ça venait surtout des services. C'était surtout des gens qui étaient rattachés aux services, soit des ressources humaines ou soit des services pédagogiques. On sentait qu'il y avait ça dans l'air, mais on ne savait pas trop comment c'était organisé. Il y avait comme un flou. Alors, autour de cette tension-là qu'on a vécue dans le partenariat, où on se questionnait à savoir si on devait rendre obligatoire ou non la participation au développement, à la réflexion sur le développement professionnel, eh bien, on voit ici là, que la première chose qu'on a voulu faire, le premier constat, c'était de prendre en compte la culture organisationnelle. Et ici, on voit que le directeur général, pour lui, c'était très important. Mais en même temps, on se disait, ben oui, c'est important pour lui, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant, mais comme on disait, je veux dire, il va falloir cadrer ça. C'est ça qu'on disait autour de la table. Moi, en ce qui me concerne, je me souviens que j'avais beaucoup d'espoir. J'étais arrivée là, un petit peu naïve, en me disant, bon, enfin, il va se passer quelque chose, la direction générale trouve ça important, on dit, mais comment on va faire pour cadrer ça? Comment on va apporter une espèce de cadre solide? Puis dans ma tête aussi, je me souviens que j'avais un grand désir d'arrimer le développement professionnel avec les différentes associations. Je me souviens, j'avais rencontré Hélène Bourdage à l'AMDES pour essayer de voir, parce que à l'AMDES, on proposait aussi là, plein de formations pour se développer, mais on en proposait à gauche, à droite. Puis là, moi, j'avais l'idée qu'il fallait tout arrimer ça pour savoir par quelle porte entrer finalement. Autour de cette tension-là, comme en témoigne le débat sur l'obligation à la participation, le virage vers une culture moins autoritaire a été perçu par les directions qui étaient partenaires là, comme un manque de leadership. Et ça a été quand même assez intéressant parce que c'était comme si on disait, OK, ben si on ne rend pas ça obligatoire, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est plus autonome dans notre manière de se développer, mais en même temps, il y en avait qui trouvaient que c'était comme un manque de leadership. C'était quand même assez particulier. C'est comme si on savait pas comment le changement de la culture, on ne savait pas sur quoi l'accrocher. Puis, on n'avait pas de balise claire, mais en même temps, ce qu'on savait, c'est que la direction générale, c'est comme un peu les directions d'école. Nous, on est porteurs dans nos écoles d'une vision, on est porteurs de valeurs, on est porteurs d'orientation, tout ça, mais et notre direction générale, c'est un peu ça, elle était porteuse d'une vision, on comprenait les valeurs autour du développement professionnel, mais dans l'action, tout ce qu'elle proposait de faire, c'était d'avoir, dans son discours de la rentrée, un point qui annonçait que c'était important pour la direction générale qu'on se développe professionnellement. Mais c'était tout. C'était tout ce qu'on avait sur la table. Un peu plus tard, là, comment surmonter la tension de l'obligation, comment inciter des professionnels à suivre une formation qui n'est pas obligatoire. Mais là, c'est là où on se disait, tu sais, ça nous a embêtés vraiment, puis c'est vrai que c'est pas un tabou. Quand on veut implanter quelque chose, de dire qu'on va convoquer les directions, que ça va être obligatoire, là, c'est comme si on tatillonnait un peu, on savait pas trop comment aborder ça, franchement. Puis on finit en disant, là, ben, si c'est obligatoire, là, on sent qu'on va nous imposer quelque chose. Alors, ben, c'est ça. Je me souviens, j'ai pris des notes parce que je ne veux pas oublier de dire certaines choses importantes. Moi, ce qui m'habitait à cette époque-là, c'est parce qu'on ne veut pas déplaire. Est-ce qu'on veut comme juste avoir une belle image que le développement professionnel c'est important, ou bien si pour aller de l'avant, ça va vraiment demander
ça va nous demander de déplaire à quelqu'un, mais qui? C'était pas clair. Puis en même temps, on sentait qu'il y avait une espèce de piège. Je ne sais pas d'où venait cette idée-là, mais si on parlait autour de la table, ça impliquait qu'il y avait des gens autour de la table qui nous entendent et qui rapportent ça en quelque part. Puis aussi, il y avait, dans le contexte, le directeur général à l'époque était aux prises avec de grandes difficultés parce qu'on parlait de redécoupage de territoire. Là, la commission scolaire là, était dans une crise quand même assez importante. Et cette direction-là, ben, clairement, on ne savait pas si c'était pour rester ou s'en aller. Puis, il y avait beaucoup de tabous autour de la table. Fait que ça venait tout ensemble, cette histoire-là. Dans la séquence, afin de favoriser un réel changement de culture étendue à l'ensemble de l'organisation, il était de plus en plus évident que toutes les directions devaient participer à cette démarche. Donc, au fil de nos rencontres, là, on se disait, c'est sûr qu'il faut que tout le monde participe, mais suite à nos échanges, c'est comme si la démarche était plus importante. Moi, je me souviens que je me disais, comment est-ce qu'on peut amener les directions d'école à se mobiliser autour de ce projet-là si elles n'ont pas participé au processus dans lequel on est actuellement? Je trouvais ça un peu périlleux en me disant, mais là, ce qu'on fait encore une fois, c'est qu'on va aller devant les directions d'école, on va leur présenter c'était pas une formation, on n'appelait pas ça une formation, je me souviens plus. C'était un débat, le titre, oui. Une détention. Oui. C'est passé de formation à démarche. Exactement. Fait que là, on s'est mis à parler de démarche et on s'est mis à parler beaucoup de cette espèce de mise en abîme-là où on se disait, mais comment on va faire revivre le processus qu'on a vécu aux directions d'école tout en les mobilisant. Comment ça va être quoi là-bas? Donc, la stratégie qui a été impliquée le plus possible les directions d'établissement dans le processus afin de démontrer la qualité et la nécessité de la démarche pour répondre à leurs besoins de développement professionnel. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Puis, si vous regardez ça en bas au niveau du verbatim, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je pense que faut que ce soit nécessaire pour la majorité et obligatoire pour la minorité. » Alors, en fait, c'est comme si on avait réussi à faire émerger là, une question de fond. Défaire une culture, ça allait dans une perspective de trouver une solution avec l'implication d'un participant externe. Donc, l'Université de Montréal, dans le partenariat, ce qui a été intéressant, c'est que là, on a comme pu tourner vers eux en disant, ben, tu sais, vous allez nous aider à rendre ça comme important. C'était surtout ça. Et ce que je voudrais vous dire en terminant, c'est que ça, c'était le contexte de l'époque. Puis on voit qu'aujourd'hui, le contexte est fort différent. Le projet, dans le fond, s'inscrivait déjà dans une mouvance. On était dans l'amorce d'un changement. Et il y a eu un changement majeur parce qu'il y a eu le départ de la direction générale de l'époque et l'arrivée d'un nouveau directeur général qui, pour lui, encensait beaucoup le développement professionnel chez les directions d'école. Et on voit aujourd'hui que les commissions scolaires, mais vous le savez, participent beaucoup avec le projet CAN dans des approches collaboratives. Et ce qui est important dans la différence que moi j'observe aujourd'hui, c'est que l'ancienne direction générale n'était pas dans l'action comme un modèle. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on a devant nous, c'est une direction générale qui participe elle-même à un processus collaboratif. Donc, cette mise en abîme-là nous sert énormément. Donc, on n'est plus vraiment rendu à la même place, mais le partenariat nous a quand même amené à mettre ça sur la table. Alors, voilà. Merci, Kate. Alors,
Ça, c'est une des intentions qu'on nous a soulevées. Qu'est-ce qu'on retient un peu de tout ça? D'abord, comment on a surmonté cette tension-là, comme je l'ai fait un petit peu, assurer que la majorité des directions n'aient pas de l'intérêt pour la démarche. Donc, faire du sens. Essayer de leur dire que ça fait du sens à la démarche. Puis pour y arriver, on a été invité à l'Université de Montréal à présenter. Alors, ça a été un peu comme une occasion de dire, dans la réunion où toutes les directions sont invitées en début d'année, comme ça se fait une ou deux fois dans l'année, on va inviter notre partenaire à venir, pour la première fois de l'histoire de la CSDM, on peut venir dans un lieu qui était réservé, où 450 directions sont présentes. Puis moi, j'ai fait une petite présentation, j'avais 10-15 minutes, et j'en ai profité pour faire participer les directions. Puis on leur a demandé, on leur a posé une question. Quelles sont les conditions qui favorisent votre développement professionnel? On les a sollicités pour la première fois. Alors que toutes ces rencontres étaient, depuis pour parler de la culture, des rencontres beaucoup plus top-down, où on donnait de l'information, puis les directions ne participaient jamais. Bon, ce qui est, je vais le faire rapidement parce que le temps presse aussi. On les a invités aussi en même temps à participer à cette démarche-là. À venir critiquer ce qu'on avait fait dans le cadre. 40 directions qui ont accepté sur les 450 de venir dans une autre rencontre sous forme de focus group. On a discuté de la démarche, donc on était effectivement très impliqués. Et au final, 162 se sont inscrites sur les 200 directions, parce qu'il y avait 250 directions adjointes qui ont fait la démarche dans une deuxième phase. On voit que notre stratégie, si vous voulez, a porté fruit. Ça, c'est ce qui a été construit. On a construit une image de mots suite à la question. Donc, on a renvoyé aux directions pour le garder mobilisé. Vous voyez ce que les directions pensent d'une démarche qui a été proposée au niveau du développement professionnel. J'y vais assez rapidement. Alors, pour conclure, dans l'ensemble de notre analyse, ce qui permet, à travers l'analyse qu'on a fait des 5 tensions qu'on a surmontées, 3 éléments ressortent. Il faut considérer la culture organisationnelle. En tout cas, c'est ce qu'on a fait dans notre démarche. Ça a été un des éléments forts qui nous a permis de construire un partenariat qui a été réussi. On était concentrés et focalisés sur l'espérance. Donc, on avait une vision de l'avenir qui était très prometteur. Puis, le leadership, qui était un leadership qui était distribué. Donc, partagé à travers les acteurs. Alors, c'est ce que nos analyses ont révélé. J'y vais assez rapidement. Il y avait déjà dans la culture de la méfiance. Alors, on a brisé au sein du comité cette méfiance-là. On a construit vraiment un climat de confiance. Puis ça a finalement fait des petits à travers les directions. Puis ça s'est manifesté à même le titre, quand on parlait de formation à démarche. Et pour montrer comme la culture change, démarche de développement professionnel des directions d'établissement, le développement par la réflexion et l'action. Donc, on voulait inciter les directions à participer à une approche réflexive, mais ma contribution pour une CSDM apprenante. Donc là, on impliquait l'organisation aussi. Donc, on s'attaquait directement à la culture à même le titre. Donc, c'était assez intéressant comment c'est sorti. Je vais aller parler plus d'optimisme. L'optimisme, c'est manifesté dans l'analyse à travers la démarche clinique qu'on a abordée. Là, je ne peux pas trop vous en parler, mais à travers toute l'approche avec l'ergonomie du travail, la posture aussi qu'on avait comme animateur pour favoriser les échanges, a permis justement de favoriser vraiment un vent plus d'optimisme dans les échanges, ce qui a permis de construire le partenariat de façon plus efficace. Et finalement, le fait que le leadership était distribué, c'est qu'on a senti à travers toutes nos analyses que chaque acteur n'avait pas de censure dans la démarche. Et habituellement, les directions sont confrontées à le supérieur, parce que là, autour de la table, on avait des directions d'établissement, puis leur supérieur qui était là en quelque sorte, donc les cadres de la CSDM. Et le fait que les professeurs d'université étaient là aussi, il y avait comme 3 acteurs, et ça a permis finalement de jouer, de permettre une initiative de chacun des acteurs. Les acteurs n'avaient pas nécessairement de censure, n'avaient pas de se dire les vraies choses. Donc ça a permis finalement de faire émerger le pouvoir de chacun. Chacun avait une prise de pouvoir, pouvait s'affirmer et faire avancer les partenaires. Voilà, c'est le tour de la présentation et à peu près dans notre temps. Merci beaucoup.